Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous sur les ondes de Rifision qui a l'obligeance de nous recevoir ce soir pour débattre de la situation du cas et du traitement réservé à Maté Mounjib, militant pour les droits humains et la démocratie au Maroc, activiste pour la liberté de la presse et le droit de la presse d'investigation, incarcéré depuis bientôt 3 mois maintenant. Et nous allons consacrer cette émission en particulier à réunir plusieurs regards internationaux sur le cas Maté Mounjib et ce qu'il illustre, ce qu'il permet de lire dans la situation globale des libertés et des droits dans ce pays qu'est le Maroc. Nous allons avoir donc d'abord un exposé succinct de la situation, autant du profil Maté Mounjib, pourquoi cette personne est-elle la cible d'une telle exacerbation de pratiques répressives illégitimes, et aussi une analyse juridique des procédures auxquelles Maté Mounjib a été soumis et en quoi elle représente un déni de droit systématique. Cet exposé va être effectué par Mohamed Reda, que je présenterai par la suite chacun des intervenants dans le détail. Ensuite, nous allons avoir un tour de panel avec nos invités internationaux. Ahmed Reda Ben Shamsi, porte-parole de Human Rights Watch pour la région MENA et chercheur, entre autres, sur le pays, Maroc. Nous allons avoir Monsieur Paul Pouillou de Reporters sans frontières, et nous allons avoir Maître Alexis de Suez de la Fédération internationale des droits humains. Nous allons donc commencer par l'exposé de Mohamed Reda. Mohamed Reda est professionnellement, il est financier, il a été, entre autres, cadre supérieur au ministère des Finances marocain, et il a été trésorier de la plus grande région du Maroc, la région de Casablanca. Il est par ailleurs membre actif du comité de solidarité avec Maté Mounjib. Maté Mounjib, qu'il a beaucoup fréquenté dans les comités de solidarité avec d'autres personnes, en particulier avec Toufiq Bouachrin. Et il est par ailleurs membre du bureau exécutif de l'association Dignité pour et droits de l'homme, Al-Karama wa Houquq al-Insan. C'est Mohamed Reda, bienvenue. Merci de nous exposer la situation aussi brièvement que possible, idéalement en 5 minutes. Merci beaucoup. À nos amis de Révision de nous recevoir. Et à la fois, donc, c'est en partie, c'est intéressant de pouvoir prendre la parole sur le cas de professeur Maté Mounjib en tant que défenseur des droits de l'homme et en tant que, comme qu'on connaît tous, et en tant qu'ami qu'on a tous fréquenté et dont on connaît les qualités humaines. Donc, pour reprendre sur le point de fin, vous avez prononcé ces fois. Donc, Maté Mounjib est incarcéré arbitrairement selon tous les avis des défenseurs des droits de l'homme.
et de ses avocats et des juristes internationaux qui ont suivi le cas de très près. Il est détenu arbitrairement depuis le 29 décembre à aujourd'hui. Détenu arbitrairement, pourquoi? D'ailleurs, c'est un sujet qui soulève, c'est-à-dire des objections de l'autre côté, de la part des instances chargées de l'application de la loi. Donc, pour les défenseurs des droits de l'homme, c'est très clair que c'est une détention arbitraire. Pourquoi? Parce que, il n'y a pas eu de situation de flagrance qui justifierait cette arrestation et qui donnerait cette possibilité technique et juridique de cette arrestation. On expose que Martin Mongib est détenu sur la base d'une décision judiciaire, c'est-à-dire la décision du juge d'instruction de le mettre en détention préventive. En fait, cette décision n'est intervenue qu'après que Martin Mongib ait perdu vraiment sa liberté, mais sans titre légal. Donc, il a été interpellé dans un restaurant à 15 heures. On ne l'a pas laissé finir son déjeuner, sans qu'il y ait un mandat d'amener qui ne peut être émis que par un juge d'instruction. Et ce mandat d'amener ne peut pas exister puisque l'instruction n'avait pas encore commencé. Donc, c'est des officiers de la police judiciaire qui sont présentés et qui l'ont emmené en situation de détention pour le présenter devant le procureur. La loi marocaine, comme les lois pénales partout dans le monde, ne permettent pas qu'on appréhende quelqu'un et qu'on le prive de sa liberté juste pour le présenter devant le procureur, en dehors du cas de flagrance, bien sûr. Donc, c'est là que cette détention arbitraire commence, et c'est très important de souligner ces détails parce que c'est les éléments constitutifs de cette détention arbitraire. Donc, voilà le commencement, et la suite ne viendra que renforcer ces violations des droits fondamentaux de Martin Mongib. Donc, après, il sera présenté devant le procureur en situation de perte de liberté et le parquet va décider. Malheureusement, j'ai quelques problèmes de connexion, donc je m'excuse des temps morts. Merci Mohamed Reda pour cet exposé. Je voudrais maintenant demander à Ahmed Ben Chemsi
porte-parole de Human Rights Watch pour la région MENA, chercheur pour le Maroc et le Sahara occidental, si je ne me trompe, et peut-être d'autres régions, et qui a été pendant longtemps un acteur majeur du monde des médias au Maroc en tant que fondateur et directeur éditorialiste de Tel Quel et de son corollaire en langue arabe. Donc, j'aimerais d'abord lui demander comment il analyse la situation des droits de l'homme en général au Maroc, son évolution récente et comment il voit en particulier la situation de Martin Mounjib dans ce contexte. Merci beaucoup. Alors, concernant la situation, merci Fouad. Donc, concernant la situation des droits de l'homme au Maroc de manière générale, écoutez, elle est préoccupante et ça va en se dégradant d'année en année parce que l'organisation à laquelle j'appartiens, Human Rights Watch, outre le fait de faire le suivi de l'évolution des droits humains au cas par cas et de couvrir des cas en particulier, nous travaillons en particulier sur le cas de Martin Mounjib en ce moment, nous avons travaillé sur Al-Maladi avant sur d'autres cas. Nous faisons aussi ce qu'on appelle un rapport annuel, c'est-à-dire chaque année, on publie un rapport sur quasiment chaque pays du monde pour voir où en est la situation. Et quand on voit les rapports sur le Maroc des 3 ou 4 dernières années, c'est malheureusement frappant de voir que chaque année, on commence de la même manière, à savoir que la situation a empiré par rapport à l'année précédente. Et pourquoi on dit ça? C'est parce qu'il y a une accumulation de cas, en fait. De plus en plus de cas qui touchent particulièrement à la liberté d'expression, aussi à la liberté d'association, et qui sont très préoccupants parce qu'il s'agit de journalistes qui sont des fois des commentateurs sur YouTube ou sur Facebook, ou de journalistes, comme c'est le cas de Omar Radi par exemple, ou d'acteurs associatifs, comme c'est le cas de Martin Mounjib, qui sont mis en prison sur des motifs éminemment douteux et discutables, même si les crimes dont ils sont accusés sont des crimes qui sont reconnus dans le droit international. Nous ne disons pas que les accusations sont illégitimes de fait. Il y a des accusations qui sont illégitimes de fait, comme par exemple quand la journaliste Hajar Raissouni avait été accusée de relations sexuelles hors mariage, nous avons été très à l'aise pour dénoncer cette accusation parce qu'à la base, elle n'a pas lieu d'être. Parce que ça fait partie des droits humains que de disposer de son corps comme on l'entend, dans la mesure où on est un adulte et où c'est fait de part et d'autre de manière consensuelle. Donc là-dessus, c'était les accusations elles-mêmes qui étaient illégitimes. En ce qui concerne Martin Mounjib ou Omar Radi, les accusations ne sont pas illégitimes. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas du tout prouvées, et c'est qu'il y a un background tel qu'il y a de fortes suspicions sur ces cas-là, et qui nous font suspecter qu'il s'agit de nouvelles initiatives des autorités marocaines pour museler la liberté d'expression. Alors, en ce qui concerne le cas de Martin Mounjib en particulier, la première chose qu'il faut souligner, c'est que pourquoi est-il retenu en détention préventive? Pourquoi? Alors, il y a une enquête qui a été diligentée par les autorités, prétendument pour c'est pas détournement de fonds, comment ils ont appelé ça, blanchiment d'argent. Ok, soit, c'est un crime qui est effectivement reconnu par le droit international, mais qu'est-ce qui justifie de le retenir en détention provisoire pendant que l'enquête est faite? La détention provisoire, en matière de droit international, existe, mais doit toujours être l'exception et non pas la règle. Or, au Maroc, quand il s'agit de dissidents, et surtout avec un profil en anglais high profile, avec un profil élevé, enfin, qui sont reconnus, il s'agit c'est quasiment devenu la règle maintenant, la détention provisoire. Alors, que dit le droit international? Il dit que la détention provisoire est possible à condition qu'elle soit, petit 1, exceptionnelle, ce qui est de moins en moins le cas pour les dissidents marocains, et petit 2, justifiée de manière précise et argumentée. Or, quand on voit la justification de la détention provisoire de Martin Mounjib, elle est inexistante. C'est une phrase qui dit qu'il est détenu pour la gravité des actes dont il est accusé. Et d'abord, ça n'a pas de sens, parce que ce n'est pas la gravité de l'accusation qui doit prévaloir, c'est la gravité des indices que cette accusation tient debout. Or ça, on n'en sait absolument rien. Donc, la détention préventive de Martin Mounjib, qui maintenant
on est arrivé à 3 mois. Nous, à Human Rights Watch, contrairement à ce que disait Reda, nous ne l'appelons pas abusive, nous avons notre terme, nous l'appelons injustifiée. Il faudrait la justifier. Et dans ce cas-là, pardon, elle n'est pas illégale, mais elle est abusive parce qu'elle est injustifiée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, ça, c'est la première chose. La seconde chose, et ça, c'est particulièrement frappant, c'est que Martin Moujib n'a pas accès à son dossier judiciaire. Il est en cellule. Il n'a rien de mieux à faire de ses journées. La moindre des choses et le moindre de ses droits serait d'avoir accès à son dossier pour préparer sa propre défense. Or, il n'a pas accès à son dossier. Par une acrobatie judiciaire peu convaincante, le juge d'instruction en charge de l'instruction du cas Martin Moujib a interdit aux avocats de photocopier son dossier, ce qui est quand même de plusieurs grosses boîtes. Hein. On parle de centaines et de centaines de documents, y compris des documents financiers complexes. Donc on ne peut pas prendre des notes là-dessus, il faut vraiment les photocopier. Et si c'est des faux, et s'ils ne sont pas pertinents, et s'ils sont manipulés, toutes les questions sont ouvertes. Tout détenu, tout accusé devrait avoir le droit de consulter son propre dossier. Or là, ce n'est pas le cas. Il n'a pas accès à son propre dossier. Et les avocats, le juge d'instruction leur a dit, vous avez des fenêtres de tir très réduites pour venir dans mon bureau ou dans la pièce attenante à mon bureau et consulter le dossier sans prendre de photos et uniquement en prenant des notes de telle heure à telle heure. Pourquoi? C'est de la discrimination. Les autres accusés n'ont pas le droit à ce régime. Pourquoi Martin Moujib spécialement? Et alors, le pompon, si j'ose dire, qui est venu démontrer que le cas de Martin Moujib est véritablement exceptionnel et a très probablement plus à voir avec son profil de défenseur des droits humains et de la liberté d'expression qu'avec les accusations qui lui sont faites, c'est que pendant cette instruction étrange, vu qu'il n'a même pas droit à voir son dossier, on l'a tout à coup condamné à 1 an de prison, en vertu d'une affaire qui traîne depuis 2015, à laquelle il avait été convoqué 20 fois, il s'était présenté systématiquement à toutes ces convocations, mais la dernière convocation, eh ben, il n'était pas au courant. Et alors, c'est encore plus cocasse que ça, c'est parce que ce qui s'est passé, c'est que le jour où la séance, le 20 janvier précisément, où la séance du procès s'est tenue, Martin Moujib était dans le même tribunal où cette séance avait lieu, sauf qu'il était un étage au-dessus, parce qu'il était chez le juge d'instruction, en train d'être questionné sur la nouvelle affaire de blanchiment d'argent pour laquelle il est en détention provisoire. Et alors qu'en bas, on le jugeait pour toutes les accusations, atteinte à la sûreté nationale de l'État, j'en oublie, qui étaient pour le coup complètement illégitimes, mais on avait sorti un rapport dessus à Human Rights Watch, détaillé. Il était jugé à l'étage du dessous, mais il n'était pas au courant. Ses avocats n'avaient reçu aucune convocation, lui n'avait reçu aucune convocation, et de toute façon, il était en état d'arrestation, donc c'est aux autorités de l'emmener à la salle du tribunal. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui est l'instance judiciaire suprême en Maroc, a sorti une justification extrêmement étrange, dans laquelle ils disent « Ah non, c'était légal d'avoir fait ça parce que si Martin Moujib est détenu, est en détention provisoire pour l'affaire de blanchiment d'argent, il est considéré libre pour l'affaire de 2015. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, il est considéré libre? Il est détenu, il est libre ou il n'est pas libre, ça ne veut rien. Et donc, ils ont dit qu'il était considéré libre techniquement pour l'affaire de 2015. Et donc, du coup, je cite le communiqué, qui est un communiqué, vraiment, il faut l'encadrer, ce communiqué, tellement il est exceptionnel. Le communiqué dit, dans ce cas-là, qu'ont fait les policiers? Ils se sont posés là, en attendant que Martin Moujib, qui était techniquement libre, mais concrètement en détention, leur disent « Emmenez-moi à la salle du tribunal ». Et vu qu'il ne leur a pas dit, forcément il ne leur a pas dit, il n'était pas au courant que la séance se tenait en bas, et donc ils ont jugé qu'il avait lui-même renoncé volontairement à son droit d'être présent à sa propre séance. C'est complètement tiré par les cheveux cette affaire. Soit quand on est prisonnier, on est entre les mains de la police. On ne leur dit pas où vous emmener. C'est eux qui décident de vous emmener quelque part ou de ne pas vous y emmener. La police a décidé de ne pas l'emmener à la propre séance, à son propre procès. Et donc le résultat, c'est qu'il a été jugé en son absence et en l'absence de ses avocats, ce qui est une atteinte flagrante aux normes les plus élémentaires d'un procès équitable, à 1 an de prison, qui est en train de purger maintenant, en plus de la détention provisoire injustifiée dont il fait l'objet dans le cadre d'une affaire pour blanchiment d'argent, sur laquelle il ne sait rien, vu que ne lui a pas communiqué cette pièce. Alors l'accumulation de tous ces indices montre véritablement qu'il y a un traitement exceptionnel de l'affaire Martin Moujib, un traitement qui n'est absolument pas justifié, ni juste, ni comparable avec les autres affaires.
J'oublie des détails. On sait, concernant l'affaire de blanchiment d'argent, alors on l'accuse, d'après une certaine presse qui apparemment a accès au dossier alors qu'elle accuse lui-même n'y a pas droit, on l'accuse d'avoir détourné l'argent d'aide qu'avaient fourni des associations étrangères. Et ce, sur la base d'une commission dont je ne me souviens plus du nom, qui aurait, paraît-il, décelé des mouvements financiers suspects et qui a signalé ces mouvements suspects. Et c'est sur la base de ce signalement, la justice s'est autosaisie, elle a arrêté les séances tenantes. Très bien, sauf que cette commission, d'abord, on n'a jamais entendu parler d'autres cas. C'est quand même extraordinaire. On parle de blanchiment d'argent, on parle de détournement de fonds. Il n'y a aucune autre affaire de détournement de fonds au Maroc qui soit jugée digne d'être saisie d'une autosaisine par la justice sur la base de cette commission, à part le cas Mahaté Mounjib. Et alors, dernière chose, je pourrais parler longtemps, mais je vais m'arrêter là, qui est quand même exceptionnel. Mahaté Mounjib est en prison et sous le coup d'une enquête judiciaire pour prétendument avoir détourné l'argent de certaines associations. Et les associations en question, où est-ce qu'elles sont? On ne sait pas où elles sont. Elles ne sont pas au courant, apparemment. Il n'y a aucune plainte. Aucune association n'a dit Mahaté Mounjib a mal usé de notre argent. Donc l'État est en train de défendre les intérêts de gens qui sont fantômes. Donc on ne sait pas qui ils sont. Une des associations avec laquelle Mahaté Mounjib avait affaire dans le cadre de ses activités de promotion de la liberté d'expression, a publié un communiqué pour dire nous n'avons absolument jamais eu de problème avec la gestion de Mahaté Mounjib. C'est un homme rigoureux, honnête, il a parfaitement bien géré l'argent que nous lui avons accordé dans le cadre de procédures transparentes. Et les autres associations, elles n'ont rien dit parce qu'on ne sait même pas qui elles sont. Et donc voilà l'État marocain qui défend des associations qui n'ont rien demandé et dont on ne sait même pas qui elles sont, dans le cadre d'un procès ou d'une instruction judiciaire, manifestement à charge, vu que l'accusé, on ne lui donne pas les moyens de se défendre. Manifestement et visiblement, il y a de fortes présomptions que Mahaté Mounjib soit victime réellement du harcèlement des autorités marocaines pour ses activités de défense des droits humains et de défense de la liberté d'expression. Merci Ahmed. Je voudrais d'abord signaler que la position à l'égard de la situation de Mahaté Mounjib est une des rares qui font autant l'unanimité dans le monde des droits humains, que ce soit au niveau des institutions marocaines ou au niveau international. Nous avions prévu d'avoir parmi nous aussi Madame Amna Kallal de Amnesty International, du bureau de Tunis, qui est aussi très impliquée, très concernée par sa situation. Malheureusement, des contraintes pratiques ont empêché cette présence et du coup, nous ont laissé dans une conférence où le souci du genre n'est pas pris en compte. Par contre, sur l'unanimité, je dirais que on a eu carrément une levée de bouclier des organisations internationales. Et je suis très heureux d'inviter à prendre la parole Maître Alexis de Swef, qui est vice-président de la Fédération internationale des Ligues des droits humains, qui est président honoraire et ancien président de la Ligue belge des droits de l'homme, et qui est par ailleurs conseiller auprès de la Cour pénale internationale, et que j'invite à nous exposer son appréciation et celle de la FIDH de cette situation dans laquelle se trouve Mahaté Mounjib. S'il vous plaît, maître. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir et un honneur d'être présent avec vous ce soir, et je représente effectivement la FIDH dont je suis le vice-président et qui suit le cas de Mahaté Mounjib évidemment avec attention, entre autres grâce à notre organisation membre, l'AMDH au Maroc, qui nous informe et qui nous tient informés de ces violations des droits humains visant une personnalité comme Mahaté Mounjib.
la FIDH, dans un dossier comme celui-là, et je raisonne à la fois aussi avec ma casquette d'avocat, défenseur des droits humains, je pense que ce cas de Mati Monjib est illustratif d'un problème de séparation des pouvoirs, qui est finalement l'ABC dans une démocratie, c'est cette séparation des pouvoirs où on a besoin d'un pouvoir judiciaire fort. Et ce cas, mais comme d'autres, au-delà de ce cas qu'on discute aujourd'hui, pour le Maroc et pour la justice marocaine, est un examen, est un cas qui lui permet d'illustrer, de démontrer son indépendance ou pas par rapport à l'exécutif. Dans une démocratie qui est saine, il y a ce principe de séparation des pouvoirs où nous avons le pouvoir exécutif qui est le gouvernement, le pouvoir législatif qui est le Parlement qui doit contrôler le pouvoir exécutif, qui doit pouvoir exercer ce contrôle, et puis on a ce troisième pouvoir qui est le pouvoir judiciaire qui doit pouvoir agir en toute indépendance. C'est la notion de base du pouvoir judiciaire, c'est l'indépendance. Et puis évidemment, il y a le quatrième pouvoir, les journalistes, la presse, les médias libres, la société civile, les organisations de défense des droits humains. Mais cette séparation des trois pouvoirs, j'ai envie de dire, c'est back to basics. Et là, il y a un vrai défi pour la justice marocaine, qui ne peut pas se laisser instrumentaliser par un gouvernement, par un pouvoir en place, qui veut utiliser la justice pour atteindre un défenseur des droits humains, pour atteindre un opposant, pour atteindre un détracteur, pour nuire à un journaliste qui dérange, et où finalement, le gouvernement utilise la justice pour son agenda à lui. Et c'est ça que nous pointons ici, le risque que nous pointons et que nous dénonçons en tant qu'organisation de défense des droits humains au niveau mondial. Et il faut que le gouvernement marocain soit bien conscient que ça, nous le comprenons et nous le décodons de cette manière-là. Et nous lançons vraiment un appel aux magistrats marocains de ne pas se laisser instrumentaliser par l'exécutif, parce que s'ils font bloc entre eux, ils pourront résister aux pressions. Et on n'est pas naïf, on sait bien qu'il y a des pressions sur les magistrats, des pressions de carrière bloquée, de mutation, d'atteinte à l'indépendance des magistrats. Et individuellement, les magistrats sont peut-être vulnérables face à ce rouleau compresseur de l'exécutif, mais en faisant bloc entre eux, ils pourront reprendre leur place de pouvoir à part entière et qui est un pouvoir qui est aussi un service public des citoyens, parce que les juges, ils sont là pour garantir les droits et libertés des citoyens marocains. Et c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Et donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais mettre l'accent. Le deuxième point, après avoir critiqué le pouvoir marocain, je vais critiquer les pouvoirs européens dont je fais partie, notamment au niveau de l'Union européenne, les pays comme la France, comme la Belgique, mais comme d'autres, et au sein de l'Union européenne des 27, c'est qu'on ne doit pas se laisser dicter l'agenda par le gouvernement marocain. Et comme d'autres pouvoirs, on peut parler de l'Égypte ou d'autres pays qui sont dans une relation un peu similaire à l'Union européenne. Et nous suivons ça avec notre bureau au Moyen-Orient, Maghreb, à la FIDH. Et c'est le problème que la sacro-sainte lutte contre le terrorisme ne permet plus à nos dirigeants européens de mettre sur la table la question de la défense des droits humains, où finalement on se laisse entraîner dans le tout sécuritaire que nous imposent des gouvernements, ici le Maroc, où finalement on ne peut plus, où l'Europe n'ose plus mettre ces questions-là sur l'agenda. Pourquoi? Parce que on doit lutter ensemble contre le terrorisme, et on sait aussi que cette lutte contre le terrorisme entraîne avec elle des dommages collatéraux et des dérives où finalement des personnes sont accusées de terrorisme
alors qu'on ne parle pas de terrorisme dans ces cas-là. Et je ne dis pas que la lutte contre le terrorisme n'est pas légitime, mais attention de ne pas recouvrir finalement de lutte contre le terrorisme des choses qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Et ça, c'est un danger qui nous guette et où finalement l'Union européenne, les dirigeants européens n'osent plus pointer les problèmes avec leurs interlocuteurs. Et le deuxième aspect qui tient finalement les dirigeants européens en otage, c'est la question migratoire. L'Union européenne demande à des pays comme le Maroc, qui sont finalement en première ligne de votre côté de la Méditerranée, pour nous de l'autre côté de la Méditerranée, de garder ces migrants, souvent ces transmigrants subsahariens, de les garder chez vous. Et l'Europe est prête à fermer les yeux au niveau des droits humains tant que vous gardez ces migrants chez vous. Et aussi que vous, un pays comme le Maroc, mais ça vaut pour la Tunisie aussi ou pour l'Algérie, reprennent les sans-papiers qui se trouvent en Europe, qui se trouvent en Belgique, qui se trouvent en France, mais qu'il y ait des accords de coopération et des accords de reprise pour les sans-papiers dont l'Europe a envie de se débarrasser. Et sur ces questions-là, la question migratoire, la question de lutte contre le terrorisme, eh bien, des gouvernements comme le gouvernement marocain font pression sur les gouvernements européens, en abusent pour avoir leurs mains libres pour gérer des questions qui intéressent la communauté internationale, à savoir la défense des droits humains globalement, les défenseurs des droits humains, et on ne peut pas se laisser entraîner là-dedans. Et ça, ce sont des questions à la FIDH où nous sommes extrêmement vigilants et vous avez tout notre soutien pour ça. J'insiste vraiment parce que ensemble, nous devons faire pression sur le gouvernement marocain pour bien leur faire passer ce message-là, en disant que nous ne sommes pas dupes à la fois de cette instrumentalisation de la justice que j'ai dénoncée dans mon premier point et que nous ne sommes pas dupes dans cet agenda qu'ils essayent d'imposer à l'Union européenne pour pouvoir avoir les mains libres dans ce qu'il faut bien appeler des violations des droits humains sur leur territoire. Merci beaucoup. Oui, oui, oui. Et votre exposé, j'aimerais maintenant demander à Monsieur Paul Pouchou
de nous parler de sa perception en tant que responsable du plaidoyer au sein de Reporters sans frontières, spécifiquement de ce qui est en lien avec les médias. Et avec les médias, c'est évidemment la liberté d'expression, la liberté des journalistes de faire leur métier et en même temps quelque chose qui s'est développé relativement récemment, c'est les campagnes de diffamation systématique. Nous avons recensé en quelques années plus de 2000 articles de diffamation à l'encontre de Martin Mounjib. Il est probablement la personne qui a eu le lot le plus grand des articles de diffamation au Maroc et probablement au-delà durant ces dernières années. Et donc, je sais que RSF et vous-même avez fait un travail là-dessus. Merci de nous dire ce qu'il en est. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Tout d'abord, je veux juste en introduction corriger sur l'intitulé de ma fonction. Je suis du coup chargé de plaidoyer et ma collègue Isabelle Amossé est celle qui est responsable du plaidoyer. Mais c'est vraiment un détail. Pour le reste, effectivement, RSF, on travaille beaucoup sur le Maroc et ce depuis plusieurs années. Moi, avec l'ensemble de l'équipe du siège, nous sommes basés à Paris, mais nous avons également une section, un bureau, à Tunis, très actif, qui suit forcément le Maroc, ainsi que l'ensemble de l'Afrique du Nord. Et à l'heure actuelle, le Maroc, comme vous pouvez le voir derrière moi, sur la grande carte qui est affichée, et qui représente le classement mondial de la liberté de la presse, le Maroc est classé 133e. 133e sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse que nous établissons chaque année à RSF. C'est donc une situation que l'on juge difficile. Les situations difficiles sont celles qui sont juste avant le dernier palier, le palier très grave, qui est, pour vous donner un exemple, le cas de la Corée du Nord. Là, nous sommes dans une situation difficile, c'est-à-dire que bien que comparaison ne soit pas raison, c'est un niveau qui est proche de pays comme les Philippines, comme le Gabon ou même l'Algérie voisine, par exemple. Et le principal défi pour les journalistes marocains aujourd'hui, aux yeux de RSF, c'est celui des pressions judiciaires qui sont persistantes. Outre les procès qui se poursuivent depuis des années contre plusieurs acteurs des médias comme Taoufik Bouachrin ou Martin Mounjib, il y a également eu de nouvelles actions en justice qui ont été intentées récemment et à répétition contre des journalistes. Je pense notamment au cas de Omar Radi. Faut voir également qu'il y a eu bien sûr des espoirs déçus, j'allais dire. La suppression par exemple du ministère de la Communication et l'installation du Conseil de presse n'ont absolument pas contribué à créer un environnement de travail qui soit apaisé pour les journalistes et pour les médias. Et forcément, c'est avec une grande inquiétude qu'on observe la multiplication des accusations de droit commun, particulièrement d'affaires de mœurs, sur lesquelles je pourrais revenir plus en détail par la suite, qui sont intentées par les autorités marocaines pour étouffer en fait les derniers journalistes critiques. Forcément, le nouveau code de la presse qui avait été instauré en 2016, avait supprimé les peines privatives de liberté. Alors, on trouve d'autres moyens de faire taire par des voies légales des journalistes critiques dont les sujets dérangent, que ce soit la corruption, les affaires proches du royaume, etc., les demandes de justice sociale, par exemple. Par rapport à cette instrumentalisation des affaires judiciaires, à RSF, on a lancé un appel urgent à l'ONU, à la rapporteure spéciale pour les violences faites aux femmes. C'était le 23 septembre dernier, pour condamner cette instrumentalisation. Et sur l'usage de la diffamation, vous faites très très bien d'en parler. Martin Mounjib, bien sûr, fait partie de ces cas de journalistes qui subissent de plein fouet la diffamation orchestrée notamment par en tout cas relayée par des médias de diffamation. Je vous rappelle que c'était en novembre 2016, je crois, Maître William Bourdon, qui est l'avocat en France de Martin Mounjib, avait déposé une plainte
contre un site d'information réputé proche des services de renseignement pour diffamation et affirmation mensongère suite à plusieurs articles qui dénigraient Mati Manjib et des membres de sa famille. Donc ça, bien sûr, c'est une première chose, mais on l'observe également dans d'autres cas. Le cas d'Omar Hadi, par exemple, dès l'apparition en octobre 2019 du rapport d'Amnesty International, qui révélait l'infiltration du téléphone d'Omar Hadi, mais également d'autres journalistes, dont Mati Manjib, par le logiciel espion Pegasus, plusieurs médias marocains avaient relayé des accusations diffamatoires selon lesquelles Omar Hadi aurait reçu des financements étrangers. Et en réponse à ça, il y avait eu le 16 juillet dernier un manifeste de 110 journalistes professionnels qui avaient appelé les autorités marocaines à prendre des mesures contre ces médias de diffamation qui, en fait, calomnient impunément des voix critiques comme Omar Hadi, comme Mati Manjib, comme Souleymane Raissouni et d'autres. Et en fait, accuser une voix critique au Maroc de ces agissements, par exemple, dans le cas de Mati Manjib, blanchiment, atteinte à la sécurité intérieure de l'État, mais dans d'autres cas, des accusations de viol, c'est une manière de décrédibiliser les journalistes et en même temps de décourager leur soutien. Et ça, c'est quelque chose de très, très pernicieux. Et les autres intervenants en parlaient. Il y a derrière ça une vraie stratégie de la part des autorités marocaines qui cherchent à dévoyer la justice. Et c'est un procédé qui nous semble à l'œuvre dans le cas de Mati Manjib et également dans les cas, comme je disais, d'Omar Hadi, de Souleymane Raissouni. Pourquoi il y a des éléments qui nous laissent penser ça? C'est pas simplement du fait de leur activité. C'est par exemple le fait que si vous prenez l'affaire Taoufik Bouachrim, du coup, qui a été condamné en appel à 15 ans de prison ferme pour traite d'êtres humains et viol. Bien, si vous prenez son affaire, l'une des accusatrices présumées de Taoufik Bouachrim a nié dans les médias marocains et étrangers avoir porté de telles accusations contre lui. Elle a dénoncé publiquement la falsification de ses propos par la police. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été condamnée à 6 mois de prison pour fausse déposition et diffamation. Elle a été obligée de fuir le Maroc. Et depuis, elle fait l'objet d'une campagne de diffamation, elle aussi, dans certains médias qui sont proches des services de sécurité. Et d'ailleurs, sur Taoufik Bouachrim, tout à l'heure, on parlait de détention arbitraire. Avant cette condamnation, en appel, sa détention a été qualifiée d'arbitraire par le groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU, qui a considéré que le harcèlement judiciaire dont il a été victime était la conséquence directe de son travail d'investigation et de journalisme. Pareil, si vous prenez le cas de Souleymane Raissouni, quelques jours après la révélation des accusations d'agression sexuelle qui ont été portées contre lui, on nous a expliqué qu'une jeune militante avait annoncé sur sa page Facebook, une jeune militante marocaine, qu'elle avait également été approchée pour déposer une plainte contre ce journaliste, alors même qu'elle ne lui reproche rien. Et au-delà de ce harcèlement dont sont victimes les gens dont je viens de parler, ces soupçons d'instrumentalisation, des accusations de viol, mais de l'instrumentalisation d'affaires de droit commun, en fait, elles se fondent sur la répétition d'affaires similaires. C'est ça, il y a un pattern qui est vraiment, vraiment préoccupant. Vous prenez les 5 dernières années, au moins 4 journalistes critiques, 4 autres journalistes critiques, en plus de Mati Manjib, qui sont du coup qui peuvent être considérés comme gênants pour le pouvoir, ont été poursuivis ou condamnés pour des affaires de mœurs. Taoufik Bouachrim, Souleymane Raissouni, Ajar Raissouni, dont avait parlé, je crois, Ahmed Belchoumsi, et également Hicham Mansouri, lorsqu'on parle d'affaires de mœurs, puisque lui avait été condamné à 10 mois de prison ferme pour complicité d'adultère, c'était en 2015. Donc, nous, à RSF, et je pense que c'est le cas des autres acteurs, sans nous prononcer sur la réalité des accusations, c'est parce que ces méthodes-là neutralisent les journalistes critiques, mais également parce qu'elles affaiblissent aussi des combats comme le combat pour le droit des femmes en l'instrumentalisant avec les affaires de mœurs, que nous avions lancé en septembre, comme je vous le disais, un appel urgent à la rapporteure de l'ONU pour dénoncer ces pratiques-là. Et bien sûr, toute allégation de viol, d'agression sexuelle, et même dans d'autres affaires, doit naturellement être prise au sérieux et faire l'objet d'une enquête approfondie, ça c'est évident. Mais le fait qu'on puisse dresser autant une liste aussi étoffée d'éléments qui soutiennent, ou plutôt qui font douter de la crédibilité de certaines accusations, c'est ce qui nous pousse à dénoncer cela. Je voudrais juste rajouter, parce que ça me paraît important sur cet appel que l'on avait fait à l'ONU,
que nous avions été soutenus par des organisations et des personnalités féministes marocaines. C'est notamment la position du collectif féministe Khnissa. Je vous m'excuserez pour la prononciation, j'en suis désolé. Voilà. Mais forcément, cette multiplication de ces accusations, de ces propos diffamatoires, ça contribue à renforcer un climat d'autocensure au Maroc. Et c'est d'autant plus sur les sujets qui fâchent. Quand on voit qu'un journaliste qui a enquêté, qui a fait un travail d'investigation sur des sujets tels que la corruption, la royauté, les demandes pour plus de justice sociale, se retrouve avec de telles affaires, avec de telles calomnies portées contre lui ou contre elle, forcément, ça vous dissuade. Donc, c'est quelque chose qui nous préoccupe au plus haut point. Et voilà, je vais m'arrêter ici pour le moment, mais bien sûr, je me tiens à disposition pour d'autres questions. Simplement, je vais juste ajouter que Maître Dessoef appelait à lancer un appel aux magistrats. Moi, j'aimerais lancer un appel aux ONG afin que nous nous coalisions. Nous sommes ce soir coalisés, mais j'espère vraiment qu'on pourra tous travailler ensemble parce que c'est, vous l'avez dit d'ailleurs, un cas qui nous rassemble tous et toutes. Et donc, il faut, pour pouvoir peser sur les autorités marocaines, mais également sur les gouvernements européens et au premier titre desquels la France, il faut pouvoir agir en coalition, puisque Mati Monjib étant ressortissant franco-marocain, la France devrait au premier plan, agir au premier plan pour défendre les droits fondamentaux de son ressortissant. Puisque même lui, qui n'est pas contre le procès, qu'il ait au moins le droit d'être libéré pour des raisons humanitaires suite à la détérioration de son état de santé pour préparer sa défense comme il se doit. Voilà. Oui, merci. J'aimerais réagir, enfin pas réagir, mais disons parler en complément de ce que vient de dire M. Fouchou, mon collègue de RSF, sur un point très important. À la limite, c'est plus simple pour RSF de se positionner parce que la fonction sur ce sujet-là, quand il s'agit de journalistes, parce que la fonction de RSF est de défendre les journalistes. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié le fait que mon collègue ait déclaré que même si c'est des journalistes qui sont accusés, il est important que toutes les victimes alléguées, en tout cas les victimes, les gens qui disent qu'ils ont été l'objet d'agressions sexuelles, que la justice les entende et qu'il y ait une enquête tout à fait sérieuse et impartiale là-dessus, parce qu'un journaliste n'est pas au-dessus de la loi, et s'il est convaincu d'avoir violé la loi, il faut qu'il soit puni également. Là-dessus, nous sommes parfaitement d'accord. Et c'est pour ça que c'est particulièrement vicieux le fait de cette certaine instrumentalisation de causes et droits humains. Là, les autorités marocaines et toute cette presse de diffamation qui relaie leurs messages se positionnent dans l'affaire Tawfiq Boachel comme les champions du mouvement MeToo et des droits des femmes, se positionnent, et ça c'est nouveau, dans l'affaire Souleymane Ressouni comme des champions des droits LGBT, et voudraient, ce faisant, nous mettre, nous, défenseurs internationaux des droits humains, en porte-à-faux. En fait, dans une position contradictoire, où on a à choisir entre la défense de la liberté de la presse d'une part, et la défense des droits des femmes d'autre part, ou des droits des personnes LGBT d'autre part. C'est une position qu'ils pensent difficile à tenir et contradictoire. En fait, ils vont nous mettre dans une situation où on va se retrouver coincé. Mais non, ce n'est pas le cas, je tiens à le dire. Pourquoi? D'abord parce que toute affaire mérite d'aller au fond et de voir les détails sans préjudice de qui est accusé, de qui accuse, de voir les détails et que la justice soit rendue d'une manière absolument transparente. Et puis aussi, il n'est pas interdit de regarder le contexte. Quand le pouvoir marocain se positionne comme un champion nouveau des droits des femmes version MeToo, permettez-nous tout de même d'être un peu dubitatifs, parce que ce serait admirable si ça n'intervenait pas dans un contexte où les femmes marocaines font face à des obstacles structurels quand même quand elles veulent dénoncer les violences sexuelles. C'est difficile et nous avons travaillé là-dessus dans mon organisation Human Rights Watch. Nous avons listé les obstacles, que ce soit au niveau du poste de police au moment où il dépose plainte, que ce soit au niveau du procureur, que ce soit à tous les niveaux de la procédure. Le système n'est pas mis en place pour favoriser les plaintes des femmes pour les violences sexuelles. Pire, une femme qui dépose plainte pour violence sexuelle peut se retrouver elle-même poursuivie pour relations sexuelles hors mariage si on ne croit pas ces allégations de viol. Et il faut voir les chiffres.
le taux de condamnation des agresseurs sexuels est faible au Maroc, et c'est démontré. Alors, que l'État vienne nous dire qu'il défend les droits des femmes, formidable, on serait ravis de le croire, mais simplement, il ne s'agirait pas de les défendre uniquement quand l'accusé est un journaliste de renom et un journaliste par ailleurs de position. Ce serait bien de les défendre tout le temps et de manière systémique. Donc, l'État marocain, s'il veut aller au bout de sa logique, il ne devrait pas uniquement s'intéresser aux accusatrices de Tawfiq Bourchier, mais à toutes les femmes qui déposent plainte pour violence sexuelle. Et à ce moment-là, peut-être que l'État serait un peu plus crédible quand il prétend défendre les droits des femmes. Et non pas quand il se concentre uniquement sur un cas où l'accusé est par ailleurs un journaliste d'opposition reconnu et crédible, et où, comme l'a rappelé mon collègue, une personne qui était censée être une accusatrice se retire de l'accusation, déclare que, en fait, ce qui est dans son PV d'interrogatoire de la police, c'est pas du tout ce qu'elle a dit et qu'elle ne tient absolument pas à accuser de faire possible. Il y a un autre cas d'une autre plaignante supposée qui non seulement a retiré sa plainte, mais a refusé absolument de témoigner au tribunal au point qu'elle s'est cachée dans le coffre d'une voiture. Ça ne s'invente pas un détail pareil. Eh bien, vous savez ce que la justice a fait? La justice a ordonné à la police d'aller la chercher dans son coffre et de la faire comparaître de force pour pouvoir témoigner contre cette personne contre laquelle elle est censée déposer plainte, alors qu'elle ne le voulait pas. Mon Dieu, mais quelle persistance à vouloir absolument faire justice à une femme qui ne demande même pas à ce qu'on lui fasse justice. Permettez-nous quand même de trouver douteuse cette diligence et cette célérité de l'État marocain à tout à coup respecter les droits des femmes quand l'accusé se trouve être un opposant. Pareil pour les droits des personnes LGBT. Encore une fois, l'accusateur de Soleiman Ressouni a droit, tout autant que Soleiman Ressouni, à un procès équitable. Là-dessus, nous sommes d'accord. Il a le droit d'être entendu, il a le droit qu'on prenne sa plainte au sérieux, et il a le droit que le procès soit juste pour les deux parties. Simplement, nous sommes aussi en droit de constater que tout ceci survient dans un pays où l'homosexualité est toujours criminalisée. Pardonnez-moi, mais de mémoire de Marocain, je ne me souviens pas d'une personne qui est rentrée dans un poste de police dans le cadre d'une affaire où on a déclaré qu'elle était homosexuelle et que c'est marqué dans des PV de police et que cette personne marchait librement en dehors du commissariat sans que personne ne l'embête. J'aimerais que ce soit le cas. J'aimerais que la manière dont a été traité l'accusateur de M. Ressouni soit généralisée à toutes les personnes LGBT au Maroc. Je considérais que c'est un réel progrès, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. À part ce cas-là unique où, encore une fois, l'accusé se retrouve être un opposant, les personnes LGBT sont toujours discriminées légalement au Maroc parce que c'est interdit de par la loi d'avoir des relations sexuelles entre personnes du même sexe. Il y avait eu un cas dernièrement, si je ne me trompe pas, c'était après l'affaire Soleiman Ressouni, d'un jeune homme qui est allé au commissariat déposer plainte pour harcèlement parce qu'il a été ce qu'on appelle outé dans le cadre d'une campagne de haine contre les personnes LGBT qui avait eu lieu au Maroc et que nous avions, Human Rights Watch, couverte en son temps. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé? Cette personne-là, elle a été jetée à la porte du commissariat. Pire, on l'a accusé d'outrage à agent. Alors, je ne sais pas l'interaction qui s'est passée, mais en tout cas, cette personne n'a manifestement pas bénéficié de l'accueil dont a bénéficié l'accusateur de M. Ressouni, qui a encore une fois le droit d'être entendu. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais on aimerait bien que ce droit soit généralisé à tout le monde. Alors, quand l'État marocain se drape derrière la défense des droits des femmes et derrière la défense des personnes LGBT, permettez-nous de lui répondre, si vous voulez faire ça, faites-le sérieusement et que toutes les victimes potentielles bénéficient du même traitement. Et sinon, excusez-nous, mais on va avoir du mal à vous croire. Et on va avoir du mal à croire qu'en fait, vous n'êtes pas réellement en train de régler des comptes avec des opposants, avec des journalistes critiques, parce que c'est ça qui transparaît jusqu'à présent. Écoutez, je préfère ne pas modérer. Je suis représentant d'une organisation internationale. Je parle au nom de cette organisation. Mais par contre, j'ai repris la parole. Je serais ravi de répondre à d'autres questions, mais peut-être que mes confrères de la FIDH ou de LSF veulent ajouter certains points. Ahmed Aïda qui est là avec nous. Je peux le faire, oui. Je peux- Excusez-moi, en fait, je ne sais pas à quel moment
je vous ai quitté, je suis revenu, donc je cède la parole s'il y a un intervenant qui voudrait apporter des précisions. Allez-y. Moi, de mon côté, c'est bon personnellement, mais je voudrais remercier M. Balchounti pour ces très importantes précisions et encore une fois insister sur le fait que la justice doit pouvoir se faire sereinement et que bien sûr chaque personne, chaque victime a le droit d'être entendue, chaque enquête doit être poursuivie, mais que la répétition à laquelle nous assistons aujourd'hui, qui cible les défenseurs des droits humains et les journalistes, et ce qui nous inquiète, en tout cas à RSF, ce qui nous inquiète et ce qui nous permet de douter des motifs réels derrière ces persécutions. Voilà, je ne voudrais pas en dire forcément plus, mais pour répondre à ce qui avait été dit par M. Belchoumsi à l'instant, c'est également dans l'affaire Souleymane Raissouni que la principale victime, un jeune militant LGBT, justement, quand on parlait de cette drôle de célérité qu'ont les autorités marocaines à défendre des personnes qui ont bien sûr tout droit d'être défendues, il se trouve que M. Raissouni a été arrêté et entendu suite à une dénonciation qui avait été faite par ce militant sur Facebook, mais qui n'avait pas formellement déposé plainte. Et donc, c'est la police qui, d'elle-même, s'est autosaisie suite à cette plainte. Donc là encore, moi je rejoins ce que disait Ahmed Belchoumsi, on peut légitimement se questionner par rapport à cette célérité des autorités marocaines et de la police marocaine à se pencher sur de telles accusations lorsqu'elles touchent des défenseurs des droits humains et des journalistes. Voilà. Oui, si je peux compléter, effectivement, ce qui est frappant dans le cas de Mahaty Monjib, c'est évidemment l'éventail des accusations auxquelles il doit faire face, et que visiblement, ce n'est pas un cas isolé où des journalistes ou des défenseurs des droits humains doivent faire face à des accusations et rencontrent dans leur défense des difficultés qui ne sont pas normales dans un état de droit qui fonctionnerait ou qui serait tout simplement un état de droit. Et donc, ça rend suspect les accusations par leur multiplicité et parce que ce n'est pas un cas isolé. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand j'expliquais que on peut craindre une instrumentalisation de la justice et de l'organe des poursuites, de l'action des parquets, du procureur, une instrumentalisation par le pouvoir exécutif, par le pouvoir en place. Et ça, évidemment, c'est extrêmement grave. Et il faut que le gouvernement marocain se rende compte que c'est sa crédibilité qui est en jeu, sa crédibilité internationale, parce que comment paraître crédible sur la scène internationale en disant que c'est un État démocratique avec une séparation des pouvoirs qui fonctionne, si on voit que dans des cas pratiques sensibles, ils font tout le contraire que de ce que les règles d'un État de droit imposent. Et là, il y a vraiment une question de crédibilité où le gouvernement marocain ne se rend peut-être pas compte des dégâts que ça occasionne à sa crédibilité tant nationale qu'internationale. Et ça, c'est évidemment le rôle, et j'entends l'appel d'unir nos forces au niveau de la société civile, et vous avez tout à fait raison. À partir du moment où il y a un front commun qui s'installe, eh bien, ça devient impossible pour le gouvernement de faire comme si de rien n'était. Et ce front commun doit non seulement évidemment faire pression sur le gouvernement marocain, mais également sur les autorités en Europe,
et vous avez évoqué évidemment la France, euh, mais pas seulement, qui ne peut pas se laisser enfermer dans l'agenda dicté par le gouvernement marocain, ce que je disais, lutte contre le terrorisme, migration, où finalement, et n'ayons pas peur des mots, il y a une forme de chantage exercé sur l'Europe et sur les pays européens en disant on ne parle pas de tel et tel sujet qui fâche parce que vous avez besoin de nous, gouvernement marocain, pour retenir les migrants ou pour lutter contre le terrorisme. Et là, l'Europe ne doit pas s'abaisser à se laisser entraîner à ce vil marchandage. Si je peux, déjà merci, et si je peux également réagir à ce qui vient d'être dit, il y a d'autant plus urgence à agir que pour recentrer ce qu'on a dit, moi le premier, sur Martin Mondjib, il entamait aujourd'hui son 12e jour de grève de la faim. Et je pense que tous ici, intervenant dans cette discussion, on est particulièrement inquiet, comme son comité de soutien d'ailleurs, de l'état de santé de Martin Mondjib, de la détérioration de son état de santé, puisque c'est une personne qui, en plus, approche de la soixantaine, qui a des problèmes, et qui est diabétique notamment, et donc ce sont des complications qui le mettent encore plus en péril du fait de cette grève de la faim. Mais pourquoi également cette grève de la faim? Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas aujourd'hui de réponse de la part des gouvernements européens, et en premier lieu la France encore une fois, par rapport à l'injustice en fait qui lui est faite, c'est le fait qu'il n'ait même pas pu préparer sa défense lors du procès qu'il a vu condamné à une peine de prison ferme. Et lorsqu'on lit les motivations qui ont motivé son geste, c'est également ça dont il est question. Et je pense que du coup, voilà, il y a vraiment une urgence par rapport à sa santé, puisque il avait certes réussi à tenir, je crois, 3 semaines, mais on me corrigera si je me trompe, en 2015, lorsqu'il lui avait été interdit de se déplacer hors du Maroc. C'était à l'époque pour aller assister à une conférence en Norvège, je crois. Il avait tenu une grève de la faim pendant 3 semaines. On n'a pas envie, en tout cas moi, à RSF, nous n'avons pas envie que cela dure si longtemps. Nous espérons qu'il sera libéré auparavant et que les gouvernements européens se mobiliseront bien avant d'atteindre ce stade qui, encore une fois, le met vraiment, vraiment en péril. Et voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, sinon que de mon plan personnel, j'adresse vraiment toutes mes salutations les plus sincères et tous mes voeux de courage à Martin Mondjib et à son épouse, voilà, ainsi qu'à toute sa famille. Réagir à ce que vient de dire je veux réagir à ce que vient de dire mon collègue de RSF, encore une fois, pas pour réagir, mais plutôt pour compléter. Effectivement, merci d'avoir recentré le débat sur Martin Mondjib, il fallait le faire, et il fallait rappeler ce que vous avez parfaitement bien fait, la situation grave et dangereuse dans laquelle il est maintenant. Et il y a souvent des articles dans ces médias qui relaient la parole des services de sécurité qui font douter de la sincérité de la grève de la faim de Martin Mondjib. Alors, ils ont commencé par faire douter de la sincérité de la grève, puis ils ont fini par admettre qu'effectivement, il était en grève de la faim. J'aimerais donner un point de vue de quelqu'un qui connaît Martin Mondjib. Et quelqu'un qui connaît cet homme intègre et qui sait comment il raisonne et qui se met à sa place. Et j'invite les autorités à se mettre aussi à sa place. Ou j'invite les autorités évidemment à respecter le droit d'abord et à le libérer et à justifier sa détention s'ils ne le libèrent pas, et ils auront du mal parce qu'elle est injustifiable. Mais enfin, le minimum, ce serait juste d'essayer de se mettre dans la tête de cet homme et de comprendre le désespoir qui l'a poussé à faire la grève de la faim. Voilà un homme qui est arrêté, qui est accusé de choses dont il n'est pas au courant, parce qu'on ne le laisse pas accéder à son dossier, qui ne peut pas préparer sa défense parce qu'il ne sait pas ce dont on l'accuse, qui est accusé d'avoir détourné des fonds et il ne sait pas quels fonds, il ne sait pas de quelle association, et qui, au milieu de tout ça, se retrouve condamné à 1 an de prison dans un procès auquel il n'a pas assisté et auquel son avocat n'a pas pu prendre la parole.
N'importe qui à sa place ferait la même chose. N'importe qui à sa place serait désespéré comme lui. N'importe qui à sa place envisagerait une grève de la faim. Et j'exhorte les officiels qui ont le pouvoir de décision entre leurs mains à réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire et à ne pas penser que Mahathir Mujib se livre à une espèce de jeu ou de bras de fer comme on a tendance à le croire en lisant les articles de cette presse qui relaie les services de sécurité. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un homme qui est profondément intègre et qui est têtu aussi, je le connais, c'est un ami, Mahathir, et qui ne se laisse pas faire. Et je peux comprendre qu'il ne se laisse pas faire parce qu'on le prive de toute parole et de tout moyen de se défendre, ce qui est la chose la plus basique à laquelle il devrait avoir droit. Laissez-lui voir ce dossier. Laissez-lui accès aux procédures par lesquelles il est lui-même jugé. C'est le minimum qu'on puisse réclamer quand on prétend que la justice est menée de manière normale. Quant au maximum qu'on devrait réclamer, et je reprends mon casquette de membre de Human Rights Watch, c'est bien entendu que le droit soit respecté de manière pleine et entière et que Mahathir Mujib soit libéré de cette détention injustifiée et que les procès auxquels il est soumis se déroulent en toute transparence, ce qui est loin, loin, loin d'être le cas aujourd'hui. Il y a une prise de parole à donner. Sinon, pour ma part, je voudrais compléter ce qui a été dit. Je pense que cette dernière grève de la faim de Mahathir Mujib est très délicate et très dangereuse quant à son issue. Personne n'a de visibilité sur quand est-ce qu'il pourra l'arrêter, en fait, parce qu'il n'a pas donné de terme prévisible. Il attend à ce que justice lui soit rendue, au minimum, c'est ce que vient de dire Ahmed. Et cette fois-ci, les choses sont difficiles. Il est loin de ses amis et des gens qui peuvent lui conseiller c'est-à-dire d'arrêter. L'injustice est nettement plus forte et plus flagrante par rapport à ce qu'il a enduré auparavant. Et vraiment, il n'y a pas dessus, dans le court terme, c'est-à-dire dessus qui pourrait ne pas menacer la vie de Mahathir Mujib dans cette grève de la faim. Je pense que tout le monde dans le comité de soutien et dans les organisations de défense des droits humains est conscient de la gravité de la situation. Mahathir Mujib pourrait ne pas se relever de son sommeil. Les autorités le savent. Et ça serait vraiment un drame que quelque chose se passe dans cette grève de la faim pour Mahathir Mujib. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Je ne sais pas si, du coup, en l'absence de modérateur, on aura la possibilité de prendre des questions. J'en ai pas la possibilité, pour parler honnêtement à l'audience. mais voilà, si jamais c'est possible, je pense qu'on sera tous ravis de prendre des questions. Il ne s'agit pas vraiment de questions, mais plutôt de déclarations de soutien à Mahathir Mujib. Et ça réchauffe le cœur de voir qu'autant de gens défendent Mahathir et défendent les défenseurs des droits humains au Maroc. Mais voilà, malheureusement, je ne vois pas de questions à laquelle nous serions invités à répondre. Peut-être que je les ai ratées, mais je n'en vois pas. Peut-être si je peux, pour conclure, dire que les problèmes techniques de ce soir
on peut peut-être se retrouver d'ici quelques temps. Sa grève de la faim aujourd'hui a 12 jours, mais soyons vigilants et n'oublions pas que les jours passent et que pour le soutenir, on peut réorganiser un débat sur Facebook pour faire le point dans quelques jours ou quelques semaines, mais sachant que une grève de la faim, on sait d'expérience que ça peut vite devenir très compliqué au bout de, et surtout s'il y a des problèmes médicaux qui se posent, tels que le diabète avant, et en plus on ne sait pas dans quelles conditions la grève de la faim est menée au fond de sa prison. Euh, ce ne sont pas des conditions évidemment très rassurantes et qu'au bout de 20, 30 jours, ça peut déjà entraîner des complications médicales graves et au bout de 40 jours, euh, risquer de porter atteinte à sa vie. Donc nous devons vraiment augmenter la pression, rester vigilants, continuer à en parler et peut-être nous retrouver prochainement dans de meilleures conditions techniques pour pouvoir mieux débattre, pour pouvoir prendre aussi des questions des personnes qui nous écoutent ce soir et que je salue depuis Bruxelles, euh, et de continuer ce combat ensemble, les différentes organisations de la société civile et les médias qui soutiennent finalement cette cause de Mati Monjib qui est emblématique de la défense des droits humains et de la défense de l'état de droit. الو مرحبا استاذه خديجه انا معك. Merci beaucoup. Je sais pas si j'ai la parole du coup, parce que j'entendais également parler au même moment, mais je vais faire ça. Non, bah, simplement un mot de clôture. Ce serait de remercier tous ceux qui se mobilisent jour après jour pour Mati Monjib, des anonymes, des médias, des organisations de défense des droits humains ou de la liberté d'informer. Bref, tous ceux qui se mobilisent pour lui, parce qu'ils se mobilisent pour bien plus, ils se mobilisent également pour simplement une presse libre au Maroc, pour des évolutions qui ne seront que favorables de toute façon pour la société qui en demande depuis 2011 au moins. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment un mot de remerciement par rapport à eux et j'espère qu'on pourra continuer de compter sur leur soutien et de continuer à compter sur un soutien qui en fait est croissant. Et pour ceux qui nous auraient écouté, et qui manqueraient un peu d'informations, puisque là on s'est peut-être adressé un peu à des initiés, vous pouvez retrouver des informations notamment sur le site de chacune de nos organisations, pour ma part RSF, mais également sur le site de soutien à Mati Monjib. Voilà, c'est très facilement accessible depuis Internet et je vous invite tous et toutes à y aller. Voilà, je vous remercie. Merci. Je vais, en fait, vous venez de dire tout ce que je comptais dire, donc je n'ai plus grand-chose à dire. Je voulais aussi remercier tous ceux qui soutiennent Mati, les exhorter à soutenir davantage. Et encore une fois, peut-être attirer l'attention des autorités sur le fait que c'est dangereux de jouer avec la vie d'un homme qui est prêt à se sacrifier parce qu'il estime que sa cause est juste et qu'il n'a plus, qu'on lui donne pas les moyens de se défendre. Et c'est tout à fait normal qu'il pense comme ça.
même si, évidemment, en tant qu'ami de Maté et simplement par souci humanitaire, nous aimerions qu'il cesse sa grève de la faim et qu'il économise ses forces pour se défendre pendant son procès, mais je ne peux pas le blâmer, personne ne peut le blâmer. Je disais tout à l'heure qu'il était têtu, c'était une marque d'affection, je ne le critiquais pas, mais comme quelqu'un, un commentateur sur Facebook, ou une commentatrice plutôt, a très justement remarqué, il est têtu, mais c'est un homme libre. Effectivement, c'est un homme libre et je salue sa liberté et je salue son courage et j'exhorte tous et toutes à continuer à le soutenir en espérant une issue heureuse à cette affaire qui nous atteste tous. Pour ma part, donc, je joins ma parole à tout ce qui a été dit. Martin Mongib est un homme libre. Comportons-nous aussi, donc je parle au comité de soutien et à tous les gens qui sont solidaires avec lui, bien sûr nos amis qui sont présents aujourd'hui avec nous et l'ensemble du public qui exprime sa solidarité, chacun par ses moyens, de continuer à les soutenir et de faire valoir cette valeur de liberté en continuant à le défendre et à défendre tous les cas pareils qu'on connaît et éventuellement des cas futurs qui risquent de venir. Donc, nous continuerons à dire ce qu'il faut dire en termes de défense des droits de Matai Monjib, de Toufek Bouachri, de Suleiman Ressouni, de Omar Radi, des détenus du RIF et de tout citoyen marocain qui voit donc ses droits bafoués, non respectés dans ce cadre qu'on a qualifié d'autoritaire. Donc, nous demandons à ce qu'il y ait respect du droit, de l'état de droit et de ce que garantit la Constitution comme liberté aux citoyens marocains. Merci. Alors, merci à vous tous pour votre participation dans ce débat très intéressant, mais malheureusement, techniquement, n'était pas optimal à cause des conditions techniques chez le modérateur au Maroc, Monsieur Fouad Abdelmoumni. De ma part, Rachid, je vous souhaite une excellente soirée et encore une fois, merci à vous. Au revoir. Merci à tous.